Hey à tous, amis Disneyphiles. Ça fait quelques semaines que je me regarde tous les Disney Pixar de manière chronologique. C'est plutôt amusant et puis faut bien que Disney Plus serve à quelque chose. Et c'est l'occasion pour moi de vous préparer des vidéos sur le sujet. J'adore Disney, c'est mon enfance, on a tous vécu avec Disney, la majorité des gens. Donc ça me fait vraiment plaisir d'en parler. Avec tout ce que j'ai vu, j'ai découvert et bien sûr redécouvert pas mal de films très intéressants, mais aussi il y a des mauvais. Et je viens tout juste de finir les suites Disney qui sont globalement médiocres, mais j'ai réussi à vous en dénicher 10 qui sont plutôt pas mal. Et je le conseille si vous aimez les Disney Animation Studios. On l'oublie parfois, mais avant que Disney trouve le moyen de gagner du fric avec ses live action, ils avaient déjà commencé dans les années 90 à ouvrir le studio Disney Toon, faisant des suites aux classiques Disney qui ont eu beaucoup de succès. On peut dire qu'à partir du Roi Lion, les films Disney étaient plutôt pour adultes et assez matures comme Le Bossu Notre-Dame ou Pocahontas. Et à côté, il y avait des suites qui est un peu plus adressées aux gosses. Vous voyez le tableau. Je suis contente parce que c'est ma première vidéo en duo avec un collègue youtubeur cinéphile, Captain Critique. Il s'est donné à cœur joie de faire part de son avis sur certains films dans ce top. Je parlerai de sa chaîne en fin de vidéo. Bon, c'est parti alors pour mon top 10 des meilleures suites Disney. Numéro 10, Lilo et Stitch 2, Hawaï, nous avons un problème. Lilo et Stitch n'est pas un film que j'affectionne tout particulièrement, mais c'est tout simplement un film qui se regarde et qui est sympathique. Ce qui m'amuse beaucoup dans ce film, et que l'on retrouve plutôt bien dans le 2, c'est la culture hawaïenne, les danses, l'ambiance, etc. Dans ce film, Stitch essaye de s'habituer à sa nouvelle vie, mais son côté sauvage prend le dessus. Lilo voudrait l'aider, mais elle prépare son concours de danse. Comme je ne suis pas une grande fan du premier, je trouve même celui-là presque plus amusant et intriguant. C'est clairement la meilleure suite de la franchise. J'ai parfois du mal avec Lilo aussi, je trouve cette petite un peu trop agaçante, mais dans cette suite elle est plutôt attachante. Sa volonté de vouloir exceller sa mère est vraiment touchante et j'aurais voulu en savoir plus sur cette dernière. Et puis sa relation avec Stitch est superbement bien développée ici. Numéro 9, Le secret de la petite sirène. Le troisième volet de ce film que j'adore, l'original. Cette suite se situe avant le premier film et raconte quand le roi Triton bannit la musique du royaume et évidemment Ariel n'en fait qu'à sa tête. Ça fait quand même un peu penser à Coco. Le principal défaut de ce film, je dois bien le dire, c'est l'attitude de Triton. Il est toujours détestable. Même s'il a perdu sa femme, il ne peut pas être comme ça. Il n'explique rien, il fait le ronchon. Ça se voit que les créateurs voulaient qu'il soit une copie de l'original, mais dans le premier, on voit qu'il a des remords, des doutes quand il parle à Sébastien dans une ou deux scènes. Mais là, rien du tout, et c'est dommage. Le film devrait donner plus de profondeur à ce personnage. Mais ce que j'aime particulièrement dans le film, c'est le prélude qui est plutôt émouvant. On en apprend plus sur la mère d'Ariel. On comprend un peu pourquoi Triton déteste les humains. C'est un peu plus compréhensible là que de vouloir bannir la musique. Ah, mais on n'en parle absolument pas. Après, on en sait plus sur les sœurs d'Ariel, qui n'étaient juste que des prénoms dans le film d'origine. Apparemment, dans le 2, Ariel s'en fout complètement de ses sœurs. Dans ce film, elles sont un peu les stéréotypes de genre de filles ado ou pré-ado, mais c'est quand même rigolo parfois. Et on a aussi la rencontre entre Polochon et Ariel qui est vraiment très drôle. Numéro 8, le retour de Jafar. Je suis une grande fan d'Aladin et cette suite est pas mal. Jafar revient pour se venger d'Aladin. L'histoire est vraiment bonne et prenante. Aladin et le génie sont fidèles à eux-mêmes. J'adore la chanson du génie, il n'y a rien de mieux dans la vie qu'un vrai ami. Les comparaisons entre l'amitié qu'il a avec Aladin et Jasmine et le monde qu'il a vu est plutôt bien écrite et jolie. J'ai aussi trouvé Iago vraiment drôle et il a une évolution plutôt intéressante et amusante. Mais Jasmine est un peu trop cruche et on la dégraisse un peu trop malheureusement. Et le gros souci dans ce film, c'est l'animation. Si l'animation était la même que le dessin animé, comme la majorité des films Disney Toon, je l'aurais mis plus haut dans le classement. Ça, c'est dommage.
de très bonnes idées sur le papier, une mise en scène correcte, sans aller jusqu'au niveau du premier film, mais ça malheureusement, à part quelques exceptions, c'était la règle à l'époque pour les suites Disney. Mais malheureusement, le film décrédibilise trop le méchant, on appuie trop sur les scènes cartoonesques, alors qu'il y a de très belles scènes en dehors. Mais voilà. Meilleur personnage du film, Yago. Ah oui, et dernière question. Pourquoi le génie a à nouveau ses bracelets? C'était pas censé être un symbole du temps où il était esclave de la lampe? Et il ne s'en était pas défait durant le premier film? Non? Que moi? Et ça sera pas mieux dans le 3, hein? Ou dans la série? Dans la série, où la lampe est encore là. J'aimerais bien qu'on m'explique. Numéro 7, Peter Pan 2. C'est un film de mon enfance, l'original. Je l'ai vu énormément, mais mon principal souci, c'est le personnage. J'ai du mal, vraiment, avec les personnages qui pensent que l'enfance est le plus important. Et puis, c'est un gamin beaucoup trop prétentieux à mon goût. Mais ce deuxième film a réussi quelque chose de vraiment captivant. C'est-à-dire mettre Peter Pan en contradiction avec notre nouveau personnage principal, Jane, la fille de Wendy. C'est une jeune femme qui a forgé son autonomie et sa maturité toute seule, grâce ou à cause de ce qui se passe. J'adore ce personnage et son évolution après son aventure, elle est vraiment touchante. Même si tout le monde la dégraisse et c'est un peu énervant. Le film a une ambiance vraiment sombre avec ce contexte de Seconde Guerre mondiale qui est plutôt intéressant. Alors, Peter Pan 2 est à mes yeux une des suites Disney les plus frustrantes. La première partie est excellente, mais la deuxième... Je m'explique. Le fait de se centrer avant tout sur les enfants de Wendy dans une seconde guerre mondiale à Londres durant les bombardements est une idée excellente. Mais déjà le fait que le capitaine Crochet n'ait pas eu l'idée de se dire que Wendy pouvait grandir alors qu'il est lui-même un adulte, non. De même, on m'explique comment le bateau vole. Et il est où lui? Pourquoi l'avoir remplacé? Si tu parles d'un remplacement, ça servait à quoi? Enfin, au moins il y a l'effort, et l'animation n'est pas si mal que ça. Numéro 6, Bernard et Bianca au pays des kangourous. La première suite Disney Toon. Ce n'est pas forcément un film ultra mémorable, mais je l'ai trouvé 3 fois plus prenant que le premier. Peut-être parce que Bernard et Bianca ne servent quasiment à rien dans celui-là, et qu'on se serait bien passé d'eux. C'est un jeune garçon qui se fait capturer par un homme genre Clayton de Tarzan qui veut s'emparer des œufs d'un aigle rare. Cet aigle est l'ami du petit garçon. L'animation marche superbement bien dans ce film, surtout au début quand le garçon vole avec l'aigle. C'est vraiment rafraîchissant aussi ces paysages et ça donne envie de s'évader. Il y a un personnage qui m'a fait marrer aussi, c'est Johanna, le lézard géant, acolyte du méchant, qui peut se montrer assez flippante dans son design. Pour moi, l'une des meilleures suites Disney. Top par la qualité de son animation, qui a su être meilleure que le premier film, mais aussi par son scénario, ses nouveaux personnages et le développement des anciens, dont l'un d'eux peut rappeler le développement d'un personnage plus récent, on y viendra. Le méchant, sans être aussi marquant que les grands classiques, fait bien le travail. Un peu cartoonesque par moment, un peu trop. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui l'a desservi et fait que les gens l'ont oublié, parce qu'en soi, il avait tout pour être Clayton. Mais malheureusement, il a raté les coches. Dommage. Numéro 5, Fantasia 2000. Là, c'est totalement différent, mais ça reste une suite, et ça excelle de très haut l'original. L'animation est ahurissante. La scène des papillons sur Beethoven, j'ai vraiment été prise dedans. Et le personnage du printemps à la fin, c'est absolument magnifique. Vraiment, si vous ne connaissez pas Fantasia, et même si vous n'êtes pas des as de la musique classique, c'est une expérience presque féerique que vous ne verrez jamais autre part. Numéro 4. La petite sirène 2, Retour à l'océan. Quand j'étais petite, j'ai dû voir celui-là encore plus que l'original. Et je crois que même je le préférais à l'original. Mais en le revoyant, je me suis dit que j'exagérais un peu trop quand même. Ce film est un peu la même chose, mais je sais pas, ça marche. Mélodie, la fille d'Ariel, veut aller dans l'océan, mais cette dernière lui interdit formellement à cause de la menace de Morgana, la sœur d'Ursula. J'aime énormément Mélodie, ce n'est pas toujours la pâle copie d'Ariel. Elle a une personnalité qui lui est propre et elle est vraiment attachante. Elle nous ressemble plus qu'Ariel vu qu'elle est humaine et qu'elle vit sur Terre. Les chansons sont vraiment géniales, je les aime toutes. Elles arrivent à ressembler assez bien à celles de l'original en plus.
Seul hic, je suis déçue qu'Eric ne soit pas si important. Il est juste là pour être là. Numéro 3, Bambi 2. S'il n'y avait pas les scènes entre Pompon et les autres animaux, ça aurait été le meilleur film Disney Toon. L'animation déjà est splendide, la nature est tellement belle, le travail des lumières aussi. Le film se centre sur la relation entre Bambi et son père juste après la mort de sa mère. Et tous leurs dialogues sont à croquer. Bambi qui comprend la mort de sa mère, qui essaye de se montrer fier devant son père, et le roi de la forêt qui doit accepter qu'il est aussi père et qui doit apprendre à aimer son fils. C'est réellement bouleversant. Et puis la fin m'a vraiment fait pleurer, sérieusement. Numéro 2, La Reine des Neiges 2. J'ai hésité à le mettre parce que les studios Disney Toon ont fermé en 2008, je crois, mais ça reste une suite, donc vraiment ça marche. Je vous mettrai ma critique en description parce que je ne vais pas me répéter, mais c'est un film qui n'a pas une histoire tant prenante que ça, mais les chansons sont beaucoup mieux que dans le premier film et l'animation est impressionnante. J'aurais tellement voulu le voir en 4DX ou en IMAX. Et puis, je ne l'ai mis que numéro 2 parce que La Reine des Neiges, c'est pas un film de mon enfance, c'est pas un film que j'ai vu jeune. Je l'ai vu, je sais pas, 3 ans après sa sortie. Donc, c'est pas forcément... C'est un film qui est marquant, mais qui m'a pas marqué intimement. Ma suite Disney préférée. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Que le développement d'un personnage ressemble au développement d'un autre personnage, oui. Qu'il y a quelques petites zones d'ombre ici et là, et quelques questions qui resteront sans réponse, du genre pourquoi les événements se produisent maintenant et pas avant, et pourquoi on n'en a jamais entendu parler dans le premier film. Mais sinon, en dehors de ça, du perfect, à mes yeux en tout cas. Numéro 1, Le Sortilège de Cendrillon. C'est peut-être un plaisir coupable, je ne sais pas, mais ce film a toujours des idées qui m'impressionnent. Et le pitch est plutôt original pour une suite Disney. La marâtre de Cendrillon trouve la baguette de la fée et s'en sert pour remonter le temps et faire croire au prince que celle avec qui il a dansé ce n'est pas Cendrillon mais Anastasie. C'est un film qui s'amuse énormément avec le film de départ en le modernisant et en rendant la morale de Cendrillon encore plus développée. Cendrillon tente de s'en sortir dans ce film, sans magie. Elle essaye vraiment par elle-même pour une fois, alors qu'elle n'a plus d'espoir. Elle n'abandonne jamais pour avoir son bonheur, et c'est génial. Et ce qui fait plaisir, c'est le prince, qui n'est plus un trophée, entre guillemets, mais il arrive à avoir un charisme et une personnalité. Et ce qui m'a beaucoup ému, c'est l'attitude d'Anastasie. Dans Cendrillon 2, la dernière partie, quand Anastasie tombe amoureuse et veut s'échapper de la tutelle de sa mère, c'est vraiment ma partie préférée et la seule grande qualité du film. Et ils ont réussi dans le 3 à la rendre vraiment attachante et à faire le même travail. Des choses assez différentes quand même. Et ça la rend extrêmement touchante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je continuerai avec toujours les Disney, je ferai les meilleures scènes, les meilleurs personnages, les meilleurs films et les pires films aussi. Merci à toi de m'avoir accepté dans cette vidéo. Abonnez-vous à sa chaîne et à la mienne. Je remercie vraiment Captain Critique de s'être donné la peine d'intervenir dans cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner à sa chaîne, je vous mettrai le lien en description. Il a une vision globalement assez différente de la populace et c'est toujours assez marrant de connaître son avis. Et puis ses vidéos sont franchement pas mal avec la métaphore du voyage. J'espère que tu as passé un bon voyage et je te dis à très bientôt pour une nouvelle traversée. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à commenter et moi je vous dis à plus.